Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la réforme de l'assurance chômage. Le dossier est loin d'être bouclé. Certains parlent même d'une bombe à retardement pour le quinquennat Macron. Nouvelle manif de syndicats aujourd'hui et demain. Nouveau coup de gueule de Laurent Berger sur notre antenne. À terme, pourra-t-on encore parler d'assurance chômage? Quel risque politique pour l'exécutif? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Patrick Martin-Genier à François Durper. On reviendra sur l'escalade des tensions entre Washington et Téhéran. Trump a annoncé de nouvelles sanctions. Elles visent le guide suprême et son équipe. Sanctions stériles, dit l'Iran. Que cherche Trump? Peut-il faire plier Khamenei? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi l'avenir des véhicules diesel en question. Les nouveaux moteurs pourront-ils bénéficier de la vignette critère 1? Le gouvernement n'est pas très clair sur le sujet. Il préfère lancer une étude. On en parle ce soir avec notre invité dans l'entretien. C'est Fabrice Godefroy, président de l'association Dieselistes de France. D'abord un point complet avec Quentin Calvet. C'est une demande portée par la filière depuis plusieurs mois. Selon les constructeurs automobiles, les nouveaux diesels émettent peu de CO2. Ils pourraient ainsi disposer du précieux sésame, le niveau 1 des vignettes critères. En clair, ces diesels pourraient être autorisés à rouler les jours de pic de pollution. Ce matin, le gouvernement a annoncé avoir demandé une nouvelle expertise. Il faut qu'on fasse une étude très précise sur où en sont les nouvelles motorisations, comment elles se comparent à des véhicules qui aujourd'hui circulent en critère 1. Si ces motorisations sont plus propres que ces véhicules qui circulent en critère 1, alors ces moteurs doivent être reconnus comme tels et circuler en critère 1. S'ils sont toujours plus dangereux que des véhicules qui circulent en critère 1, alors il ne faut pas leur donner ce critère 1. Une annonce répétée par la ministre devant les syndicats de sous-traitants automobiles et les élus locaux réunis à Bercy ce matin. Une décision saluée par Alain Fouché. Dans son département, l'industrie automobile sous-traite plusieurs centaines d'emplois. Il salue la décision d'Agnès Pannier-Runacher. Elle a compris, la ministre, qu'on pouvait faire autrement et qu'il y avait effectivement du diesel propre. Donc cette décision de mettre une vignette me paraît une solution tout à fait intelligente. Et ensuite, plutôt que d'interdire tout diesel, ça va permettre aux industries qui étaient lancées dans le diesel de pouvoir essayer de se reconvertir. Et on repart sur un diesel propre, je dis plus propre que l'essence. Une décision qui est une volte-face de la part de l'exécutif sur le dossier du diesel en France. En novembre dernier, la ministre de la Santé demandait, je cite, à ce que le diesel disparaisse clairement de nos axes routiers. Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité dans l'entretien, Fabrice Godefroy. Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Président de l'association Dieselistes de France. Le gouvernement a donc dit oui à cette étude pour voir si les nouveaux moteurs diesel peuvent bénéficier ou non de la vignette critère 1. Comment vous voyez cela? Vous nous dites ce soir ouf ou vous nous dites non, ce n'est qu'un sursis, attention? Non, je pense que ça avait été annoncé de toute façon en février dernier déjà. Il devait y avoir ce lancement de cette étude-là. Pour l'instant, on n'avait pas forcément de nouvelles. Donc là, on est soulagé effectivement que maintenant le dossier soit repris. Et je trouve ça très bien parce que, en fait, les deux problèmes historiques du diesel, c'était quoi? C'était d'abord, les particules. Et ça a été largement réglé en 2011 avec l'arrivée des filtres à particules qui bloquent 99% des particules. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le dernier rapport, notamment de l'ADEME, que j'ai ici d'ailleurs, de mai 2018, qu'on peut dire, c'est les avis de l'ADEME. Et effectivement, il le précise vraiment d'une façon très très claire. Et le deuxième problème, c'était les oxydes d'azote. Alors ça, on a attendu un peu plus longtemps avec la norme Euro 6 en 2015 pour que ça soit bien réglé. Donc ce qui veut dire que très concrètement, actuellement, il n'y a plus de différence en termes de pollution entre l'essence et le diesel. Ça, vous pouvez l'affirmer? C'est-à-dire, on a compris que le nouveau diesel était moins polluant que les vieux diesels, mais moins polluant aussi, ou aussi polluant que l'essence? Alors, ça se constate déjà au niveau des normes. Ça se constate d'ailleurs avec des rapports comme l'ADEME qui le précise très clairement. Il y a un chapitre sur l'efficacité des filtres à particules et ils le disent. Maintenant, l'essence et le diesel, en termes de particules, il n'y a plus de différence. C'est même le contraire. C'est-à-dire que les véhicules essence actuellement passent en injection directe pour essayer de rattraper le retard qu'ils avaient sur les diesels, c'est en termes de consommation, parce que le diesel avait cet avantage par rapport à l'essence, c'est moins de consommation, donc moins de CO2. Et pour rattraper ce décalage, effectivement, maintenant, les véhicules essence passent en injection directe, donc avec une combustion hétérogène au même titre
que les véhicules diesel, et donc se retrouve avec des particules. Et la meilleure preuve de ce que j'avance, on peut le vérifier, c'est que d'ailleurs que pour les prochaines normes, les véhicules essence vont être aussi obligés de s'équiper de filtres à particules. Donc effectivement, ça devrait alerter. Alors comment vous expliquez que les écologistes continuent de dire non au diesel, il faut en finir avec le diesel? Expliquez-nous, parce que vu comme vous présentez les choses, on peut se poser la question. De toute façon, les écologistes, eux, c'est plutôt la fin du moteur thermique qu'ils veulent. Tout court. On le voit très bien, de toute façon, ça a été acté dans un amendement qui vient d'être rendu à l'Assemblée nationale il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. Et là, c'est la fin donc, de l'essence qu'ils veulent, du diesel, mais même de l'hybride. Donc on voit très bien que de toute façon, c'est le modèle thermique dans la totalité qu'ils veulent arrêter. Parce qu'on a vu aux dernières élections que les écologistes avaient la faveur des Français. Vous craignez qu'ils gagnent ce combat alors, contre le moteur thermique tout court, comme vous le dites? Ils ont fait 13%, c'est très bien, mais bon, d'un autre côté, il y a 10 d'années, ils avaient fait 16% aussi. Donc on verra. Mais de toute façon, le problème, c'est pas tellement de savoir si, effectivement, l'essence, le diesel... c'est très politique quand même. Oui, mais bon, le problème, c'est de savoir, dans la loi, qu'on mette l'interdiction de quelque chose, c'est très très bien, mais ce qu'il faut surtout, c'est avoir l'alternative. Et quelles sont les alternatives actuellement? Moi, j'aimerais bien savoir, parce que s'il n'y a plus de moteur thermique demain, qu'est-ce qu'on va choisir? Le véhicule électrique? Est-ce que les écologistes que vous nommez sont pour le véhicule électrique, donc qui est nucléaire en France à 75%, charbon par exemple en Allemagne, ou alors avec l'extraction du lithium ou du cobalt, n'est certainement pas très écologique. On voit que c'est très politique et que le message ambiant depuis plusieurs années, c'est attention, le diesel, c'est très mal. C'est ça qu'on entend et que les automobilistes entendent. Et ça se voit d'ailleurs, les ventes de diesel sont en chute libre. Le diesel représentait 70% des véhicules en circulation en 2010, un chiffre qui est tombé à 34% en janvier 2018. Donc en plus, il y a un changement de comportement de l'automobiliste. Alors au niveau des ventes, au niveau du parc roulant, évidemment, on est à 70% encore au niveau des diesels. Mais le problème, c'est qu'il faut arriver à faire le distinguo entre les anciens diesels et les nouveaux diesels. Et d'ailleurs, on arriverait à des paradoxes sur l'histoire des vignettes critères qui seraient invraisemblables. C'est qu'actuellement, je rappelle quand même qu'il y a une prime à la reconversion qui existe. Et on peut avoir actuellement une prime à la reconversion en achetant un véhicule diesel neuf ou d'occasion à partir du moment où c'est un véhicule récent. Et ce véhicule avec lequel on aurait une prime écologique, on ne pourrait pas rentrer dans certains centres-villes, notamment à Paris en 2024. Donc c'est quand même un paradoxe qui est quand même hallucinant. Et les gens ont tendance à se détourner du diesel. Ça veut dire qu'il y a un problème de pédagogie, de communication autour du diesel? Alors moi je pense que de toute façon, moi je ne suis pas un pro-diesel 100%. Ce qu'il faut, c'est que les gens achètent un véhicule par rapport à leur type d'utilisation. À une époque, on a poussé le diesel d'une façon extrême. Et là, on est en train de faire le balancier dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on veut l'éradiquer d'une façon extrême. Alors que le diesel a toute sa place moderne, alors plutôt pour les grands rouleurs, les Français achètent de plus en plus de SUV et de crossovers. C'est plus de 36% des ventes. Si tous ces véhicules sont achetés en essence, on va avoir un autre problème, c'est en termes de CO2. Parce que quand même, l'avantage historique du diesel, c'est moins de consommation, donc moins de CO2. Et d'ailleurs, on le voit très bien, depuis 23 ans, on avait une baisse du CO2 sur le parc roulant qui est en train de augmenter pour deux raisons. Le problème, c'est justement le rééquilibre avec l'augmentation de l'essence et le fait qu'on achète de plus en plus de SUV. Donc il faut que les gens achètent un véhicule par rapport à leur type d'utilisation. Petite question pratique tout de même pour les téléspectateurs qui seraient peut-être convaincus par votre discours ce soir. Un véhicule diesel neuf, avec du bon diesel entre guillemets, ça coûte plus cher? Alors ça coûtait un peu plus cher avant, mais ça encore c'est une idée reçue. Parce qu'en fait, les efforts technologiques qu'il fallait faire sur le diesel ont été largement faits donc en 2011 et en 2015. Et maintenant, c'est l'essence qui va être obligé de faire des efforts. J'en parlais tout à l'heure, ils vont être obligés de s'équiper de filtres à particules, par exemple. Donc tous les efforts technologiques qui ont été faits sur le diesel vont arriver aussi sur l'essence. Et l'essence, en plus, va avoir des objectifs, l'essence et le diesel, mais on va avoir des objectifs, je rappelle, en 2030, moins 37% de CO2, c'est l'objectif pour les constructeurs. Donc il va falloir faire des efforts technologiques extrêmement importants. Déjà, tous les véhicules vont devenir hybrides. Tous, ou moins, alors 48 volts, rechargeables ou classiques. Et donc, tous les efforts technologiques vont faire augmenter forcément un petit peu la facture, alors que sur le diesel, technologiquement, on a déjà un peu d'avance. Donc, ça a déjà fini par se rentabiliser déjà. Il nous reste moins d'une minute. Est-ce que nos usines sont prêtes à cette transformation face au nouveau diesel? Je pense que c'est une question d'emploi aussi. Oui, bien sûr. Alors, quand on parle des emplois, alors effectivement, il y a les industries, les usines. On parle souvent des emplois liés à toute cette fabrication. 38 000 emplois en France, le diesel. Il faut aller beaucoup plus loin. Vous vous rendez compte, l'après-vente. Donc, les garages. Il y a 37 500 garages en France qui touchent 70% de véhicules thermiques, mais 70% de véhicules diesel, pardon. Et vous avez les stations-service. Les stations-service, c'est plus de 11 000 stations-service et leurs cuves sont adaptées au marché actuel. Et le marché actuel, c'est 80% de diesel et 20% d'essence. Donc demain, s'il y a un retournement de situation, qu'est-ce qu'on fait ?
On met toutes ces voitures à la casse. Donc on n'est pas tout à fait prêt. Et au niveau financier, qu'est-ce qui va se passer? Et on a bien compris les questions que vous vous posiez, le message que vous faisiez passer ce soir. Merci infiniment Fabrice Godefroy d'avoir été avec nous, président de l'association Dieselistes de France. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Patrick Martin-Genier à François Durper. On va revenir sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le bras de fer se durcit tous les jours, un peu plus. Avec ces nouvelles sanctions, Trump cible personnellement le guide suprême. Pourquoi le président américain ne relâche-t-il pas la pression? Y a-t-il une vraie stratégie derrière? On va ouvrir le débat avec nos invités après les explications de Sandra Cerquera. Une rapide signature pour geler des milliards de dollars d'actifs iraniens. Après avoir renoncé au dernier moment à des frappes aériennes, c'est donc au portefeuille que Donald Trump attaquera l'Iran. Ces mesures représentent une réponse forte et proportionnée aux actions de plus en plus provocatrices de l'Iran. Dans le viseur, des sanctions des hauts gradés de la République islamique, et notamment le ministre des Affaires étrangères, ainsi que l'ayatollah Ali Khamenei. Ces mesures viennent s'ajouter aux lourdes sanctions commerciales déjà mises en place l'an dernier. Un durcissement affiché également par le secrétaire d'État américain en visite chez les alliés saoudiens et émiratis. Nous allons discuter pour faire en sorte d'être sur la même ligne stratégique, afin de bâtir une coalition mondiale. Pour l'Iran, les États-Unis viennent de fermer définitivement la voie de la diplomatie entre les deux pays. En même temps que vous appelez à des négociations, vous cherchez à sanctionner le ministre des Affaires étrangères. Il est évident que vous mentez. Les États-Unis affirment vouloir empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, jugeant inefficace le traité signé en 2015. Téhéran nie toute intention d'accéder à la bombe atomique, mais menace désormais de relancer l'enrichissement de son uranium. Avec nous pour le match des idées ce soir, Patrick Martin-Genier, bienvenue, spécialiste des questions européennes et internationales, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir? François Durper, bonsoir et bienvenue à vous également, historien spécialiste des États-Unis, auteur de Histoire des États-Unis. La Russie parle de sanctions imprudentes, l'Iran parle de sanctions stériles. Patrick Martin-Genier, est-ce que les nouvelles sanctions américaines annoncées hier par Donald Trump peuvent faire plier l'Iran, puisque c'est ça l'objectif? Il semblerait que l'Iran ait subi les conséquences économiques de ces sanctions. Très fortes. Mais très fortes. Et donc, effectivement, c'est un pays qui semble isolé. Mais a priori, rajouter des sanctions à des sanctions n'est pas forcément un gage d'efficacité. D'ailleurs, vous aurez remarqué que la Russie a bloqué une partie de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, est-ce que ça peut faire plier l'Iran? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un réflexe politique. On se regroupe derrière ces dirigeants. Et il est vrai qu'on peut dire, certains disent qu'il vaut mieux un mauvais accord que pas d'accord du tout. Pour le Brexit, il y en a qui disent qu'il vaudrait mieux un bon accord et pas un mauvais accord. Là, il y avait un accord. Il est mauvais, mais au moins, l'Iran était contrainte. Il y avait une surveillance internationale. Et là, d'un seul coup, les États-Unis décident de déchirer cet accord. Donc, effectivement, c'est à double tranchant. D'ailleurs, on veut geler les avoirs du président iranien aux États-Unis. Il paraît qu'il n'a pas d'avoir aux États-Unis. Donc, ça risque d'être relativement inefficace et de relancer les tensions, même si nous sommes d'accord pour dire que l'Iran est un pays dangereux dans la région, que le fait de vouloir acquérir des armes nucléaires est regardé comme extrêmement dangereux, notamment pour la sécurité des États riverains et d'Israël. François Durper, on a l'impression que c'est l'obsession de Donald Trump, cette affaire iranienne, où certains commencent même à parler d'acharnement. Quelle est la stratégie? Que cherche-t-il? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Alors, l'obsession, elle est ancienne, puisque vous vous rappelez de la campagne de 2016. On peut pas dire... On a beaucoup commenté le fait que Donald Trump était un homme qui changeait. Il faudra maintenant dire que plutôt Donald Trump est un homme qui ne change jamais. Et depuis la campagne, il ne cesse de dire que l'Iran, et oui, très bien, il avait dit que l'accord iranien était un mauvais accord, qu'il faudrait revenir sur cette... D'ailleurs, il n'y a que la signature de Barack Obama. Il n'y a pas la signature des États-Unis. Le Congrès n'a pas ratifié cet accord. Donc, pour lui, c'est un accord qui n'existe pas, qui est nul et non avenu, mais on a quand même l'impression d'un retour vers le futur. Vous connaissez ce film? Parce que là, on appelle à une coalition internationale, on appelle à un retour de la diplomatie. C'est ce qui s'était passé en 2015. Et en 2015, il faut se rappeler que ce n'était pas que de la diplomatie. En 2015, pour faire cet accord, qui était un accord des 5, c'était déjà la contrainte, c'était déjà des accords qui étaient nés
d'une contrainte économique sur l'Iran. C'était pas simplement Barack Obama qui disait c'est très bien, on rase gratis, c'est formidable, l'Iran est un pays formidable. C'était déjà suite à une politique de contrainte. Alors là, le problème, c'est que la confiance, elle est un peu rompue. Elle est rompue avec les Iraniens parce que l'Iran n'est pas la Corée du Nord, c'est-à-dire que l'Iran, c'est pas la plus grande démocratie du monde, mais c'est une société où il y a plusieurs courants. Et on voit bien que les Iraniens qui négocient encore avec les États-Unis via le Premier ministre japonais, c'était la semaine dernière, ne sont pas les mêmes Iraniens qui probablement attaquent ce navire japonais. D'un côté, on a le clergé, de l'autre côté, on a Rouhani. Je voudrais vous lire une analyse que j'ai trouvée assez intéressante dans Le Parisien, c'est celle du chercheur Dominique Moisy. L'Iran est l'ennemi principal d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Trump a pu mettre d'accord ces deux pays que tout oppose. Il compte leur donner les clés du Moyen-Orient et s'en retirer progressivement pour mieux se concentrer sur sa priorité, la confrontation stratégique avec la Chine. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Est-ce que potentiellement il est en train de donner les clés de la région à l'Arabie Saoudite et à Israël, déjà duo assez improbable, pour se concentrer sur la Chine? Qu'est-ce que ça vaut? Oui, enfin, de toute façon, les États-Unis ont toujours des préoccupations stratégiques. Il y a des stratégiques dans le Golfe et les États-Unis, on sait, vous le disiez tout à l'heure, les États-Unis souhaitaient se retirer d'un certain nombre de régions, notamment de cette région, parce que les États-Unis considèrent qu'ils n'ont pas à être les gendarmes du monde, mais à chaque fois qu'on veut s'isoler, le fameux isolationnisme, eh bien, les États-Unis sont obligés de revenir. Et naturellement, l'Arabie Saoudite et Israël ne sont pas les meilleurs amis du monde, et il y a également des objectifs économiques. Donc en fait, un retrait n'est pas possible. Donc un retrait n'est absolument pas possible, surtout lorsque la sécurité d'Israël est en jeu, parce que c'est bien cela dont il s'agit. Encore un conseiller iranien a dit récemment qu'on pourrait biffer Israël de la carte assez rapidement. Donc vous pensez bien que l'Israël ne se laissera pas faire, notamment vis-à-vis du danger nucléaire. Et très clairement, Israël a dit qu'il interviendrait pour éviter que ce pays ait effectivement la bombe nucléaire. Et si Israël devait intervenir ou d'autres États, bien évidemment que les États-Unis seraient présents. La politique de Donald Trump apparaît parfois incohérente parce qu'on connaît parfois mal le processus de décision en politique étrangère. Et là, en l'occurrence, deux courants qui, de toute évidence, ne s'entendent pas. Et ce sont deux courants très étrangers. D'un côté, les militaires, ceux qui sont pour une politique de confrontation et pas seulement de dissuasion avec l'Iran. On les connaît, notamment John Bolton, Mike Pompeo. Et puis de l'autre côté, des néo-isolationnistes qui sont aussi très influents, dont on parle presque jamais, mais qui sont aussi très influents auprès de Donald Trump. Et ces néo-isolationnistes, ils ont quand même une influence. Souvenez-vous que Donald Trump a quand même sacrifié Jim Mattis, son secrétaire à la Défense, parce qu'il a annoncé le retrait de Syrie. Il a été jusque-là. Et en particulier, il y a une chaîne importante aux États-Unis qui s'appelle Fox News. Et Fox News, c'est l'électorat de Donald Trump. Et il y a des éditorialistes sur Fox News qui disent toute la journée, il faut absolument plus, ces interventions américaines, c'est catastrophique. Il y a un isolationnisme de droite. C'est un mouvement isolationniste de droite très fort chez les évangélistes et qu'on méconnaît parfois en France. On a l'impression que les interventionnistes sont nécessairement de droite et les isolationnistes de gauche. C'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et ce mouvement-là, il est très fort et il a l'oreille de Donald Trump. Alors Donald Trump, il dit il faut y aller. Et juste cette analyse, pour compléter ce que vous dites, c'est un autre point de vue, celui d'une de vos consoeurs, Nicole Bacharan, qui est une spécialiste des États-Unis. Non, il est impulsif et simpliste. Il n'anticipe jamais ses prises de position brutales et navigue entre ses contradictions. Alors là, c'est un autre point de vue qui fait un peu peur. Il y a quand même ces deux tendances lourdes au sein du département d'État. Et là, je ne sais pas de quoi parle Nicole, si c'est en politique étrangère. Oui, c'est sur la question de l'Iran. Sur la question de l'Iran. Alors, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump peut changer d'avis. Et ça, on le sait. On voit très bien, on est en campagne électorale. Mais en campagne électorale, il sait qu'il n'a pas intérêt à la guerre. D'ailleurs, c'est le point peut-être positif ou optimiste. Aucun des deux camps n'a intérêt à la guerre. Intérêt à la guerre du côté américain, à 500 jours d'une élection, sachant que l'opinion publique américaine ne veut pas de conflit, ne veut pas de guerre. Et du côté de l'Iran, on le sait. Si on regarde du côté iranien, s'il y a eu un drone de détruit la semaine dernière, il n'y a pas de raison de croire plus les Américains que les Iraniens en la matière. Ils disent ça s'est passé en territoire iranien. Donc la ligne rouge, ça c'est simplement l'intégrité territoriale. Je vous donne la parole dans un instant. Juste Dominique de Villepin a été interrogé sur le sujet ce matin chez nos confrères de BFM. Et pour lui, c'est très clair, la France doit hausser le ton avec Trump. Et on l'écoute et je vous interroge sur cette question.
Il est temps de dire son fait à Donald Trump. On ne peut pas à la fois passer pour avoir une relation spéciale avec les États-Unis et avoir un partenaire qui met en cause en permanence l'Union européenne, qui met en cause la crédibilité du soutien de l'OTAN. Donc il est temps d'élever la voix et surtout d'établir un rapport de force. Établir un rapport de force. Alors Dominique de Villepin, c'est vrai que c'est lui qui avait dit non à la guerre en Irak, qui avait dit non aux Américains, donc il voudrait éventuellement que là aussi on s'affirme face aux États-Unis, c'est possible ? Écoutez, il faut avoir les moyens de pouvoir s'affirmer face aux États-Unis. Est-ce que nous avons une politique étrangère commune? Certainement pas. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et au contraire, Donald Trump a exigé de la part des Européens qu'ils viennent à ses côtés pour éteindre l'incendie qu'ils ont contribué à allumer, en d'autres termes, pour assurer la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Et donc, au contraire, les Américains ont allumé un incendie. On appelle les pompiers européens, mais nous ne sommes pas en capacité, sur cet aspect stratégique, de contrer les États-Unis. Mais il est toujours dans le spectacle, parce que vous disiez tout à l'heure, il signe des grands décrets présidentiels, et il dit par exemple, il veut faire exactement le même coup, toute chose par ailleurs, enfin il y a des différences quand même, avec Kim Jong-un en Corée du Nord, dont il dit qu'il lui a souhaité son anniversaire. Donc il dit, il renonce à son arme nucléaire, nous deviendrons les meilleurs amis du monde. Donc il fait beaucoup de spectacles, et c'est pour ça qu'il n'est pas très crédible en réalité. Il dit quelque chose, et on ne sait pas quelle est la fabrique de la politique étrangère aux États-Unis, mais on sait effectivement c'est extrêmement laborieux et fragile. Les Européens ont essayé, Dominique de Villepin le sait, les Européens ont essayé de contourner les sanctions américaines. Mais hausser le ton, ils ont essayé, notamment sur le plan commercial. Ça a été un échec, ça n'a pas fonctionné. Et les entreprises sont toutes retirées, ont privilégié le marché américain au marché iranien, et on peut le comprendre, et il n'y a pas eu de coordination européenne. Et c'est l'échec de cette solidarité européenne qui provoque la situation actuelle. Vous avez remarqué que les Iraniens ne disent pas « nous désengageons de cet accord » suite à ce que dit Donald Trump. Donald Trump, il l'a dit il y a 1 an et demi qu'il sortait de l'accord. Ils disent non suite à l'échec des Européens de contourner. Et ils mettent les Européens face à leur réalité en disant, voilà, les Américains se retirent, les Européens montrent qu'ils ne sont pas capables, ils ne sont pas unis et ils ne sont pas capables de continuer sans. Et donc, du coup, nous, il y a un train de décision qui est le désengagement de cet accord. Autre point international que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est cette charge d'une rare violence d'un député européen allemand contre Emmanuel Macron. Et ce n'est pas n'importe quel député, c'est le président du groupe CDU-CSU au Parlement européen, Daniel Caspary. Propos rapportés par le Spiegel, les voici. « Je ne vois pas d'axe franco-allemand, mais je vois un révisionniste, Monsieur Macron, qui fait tout son possible pour détruire la démocratie européenne, pour détruire le système des partis européens. » Il nous dit qu'Emmanuel Macron est un anti-allemand, Patrick Martin-Genier. On a rarement vu des charges aussi violentes d'un parti qui est celui de Madame Merkel. C'est très très violent et d'un seul coup, c'est la crise ouverte entre la France et l'Allemagne. Parce qu'on a un peu l'impression qu'Angela Merkel, qui essaie de temporiser, ne maîtrise plus son parti politique. Et depuis quelque temps, qu'il s'agisse d'Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est la chef de la CDU, qui était très critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron, et là, nous avons un député européen qui lance une charge très violente contre le président de la République. Est-il décomplexé là? Ça y est. Complètement décomplexé. La France a sans doute quelques responsabilités, parce que vous savez qu'Emmanuel Macron, dès le début, ne voulait pas de Manfred Weber comme c'est ça que l'Allemagne lui fait payer, Emmanuel Macron. Bien sûr que c'est ça qu'elle lui fait payer aujourd'hui. Elle lui fait payer parce que Emmanuel Macron n'a pas pris des gants pour écarter Manfred Weber de la présidence de la Commission européenne. Il avait d'ores et déjà déclaré à Sibiu en Roumanie, avant les élections européennes, qu'en quelque sorte, ce serait le candidat de compromis, le plus mauvais des candidats pour être président de la Commission européenne. Donc aujourd'hui, on peut dire que les Allemands ont été humiliés par les termes employés par le président de la République. Et si Angela Merkel a essayé de temporiser, aujourd'hui, on peut voir que dans la CDU, on essaie de se venger de ses propos. Et donc, c'est véritablement une vraie crise, parce qu'il y a un fossé entre la France et l'Allemagne, vis-à-vis surtout du mépris, un peu qu'a affiché Emmanuel Macron vis-à-vis de Manfred Weber, qu'il a accusé d'être timide, incompétent, n'ayant jamais exercé de responsabilité ministérielle. Il ne le voyait pas exercer des responsabilités à la Commission européenne. Et au-delà des insultes et des personnalités, il y a deux visions, j'allais dire, l'une française et l'une allemande de nos institutions européennes. Oui, c'est plus profond que ça, en fait. Une vision présidentielle, une tentative de présidentialisation des institutions européennes du côté
d'Emmanuel Macron en disant ce sont les chefs d'État qui doivent décider parce que c'est le Conseil, c'est les chefs d'État, puis après le Parlement valide, vote, très bien, mais c'est ce que disent les traités. Puis les Allemands qui ont une vision plus démocratique, j'allais dire plus parlementaire des choses, qui correspond à leur histoire. Mais pourquoi c'est pas réglé? Le système des Spitzenkandidaten, c'est pas sûr. Plus démocratique, plus parlementaire. On a une vision plus présidentielle, une vision plus parlementaire. Et pourquoi il y a cette dualité franco-allemande? Parce qu'on n'a pas réglé cette question des institutions américaines. Donc là, le spécialiste des États-Unis va ressortir de sa boîte les institutions américaines en vous disant que c'est très simple. Chez nous, les Américains, pourquoi? Mais parce qu'il y a eu un Sénat qui est l'émanation des États, de la démocratie des États, et que vous soyez le Wyoming ou que vous soyez la Californie, vous avez 2 sénateurs par État. Et vous avez de l'autre côté une Chambre des représentants avec 435 représentants. Et si vous êtes la Californie, vous en avez 53 parce que vous êtes un gros État. Si vous êtes le Wyoming, vous avez 1 représentant. Alors qu'au Parlement européen, vous avez un eurodéputé allemand qui est, je crois, c'est 864 000 citoyens. Et puis un député chypriote, c'est 74 000 citoyens. Et ils sont à côté, l'un à côté de l'autre, assis. Donc c'est cette démocratie européenne qui se joue en fait et qui n'est pas réglée, traitée. Je dis ça évidemment par provocation. Nos histoires sont extrêmement différentes et on ne va pas importer le système américain évidemment. Patrick Martin-Génie. Angela Merkel l'avait dit très clairement en arrivant au Conseil européen, il nous faut trouver un candidat qui puisse recueillir une majorité au Parlement européen. Car le traité, il est très clair. C'est un peu, si vous voulez, comme la 4e République. On va désigner une personnalité qui va devoir être élue par le Parlement européen et donc il faut concilier les deux. Mais véritablement, c'est vrai ce que vous disiez, tout à fait pertinent. L'Allemagne a une approche bien plus parlementaire. Et si le parlementaire... Oui, mais on ne la découvre pas. Alors, on avait mis le couvercle dessus ou c'est Emmanuel Macron qui fait éclater ces divergences franco-allemandes? Il fait éclater ces divergences au grand jour, effectivement, parce que, rappelez-vous, à Sibyl, il a dit ce n'est pas comme ça que ça marche et je remets en cause le système du Spitzenkandidat. Alors, c'est quoi? C'est quand même une personnalité qui a été élue par tous les partis politiques de droite gouvernementale en Europe. Donc, il y a eu un processus démocratique. Et ce que ne comprennent pas aujourd'hui les Allemands, c'est que le président de la République française remette en cause ce système qui, je vous le rappellerai, n'avait pas été remis en cause en 2014 lorsqu'il a fallu nommer Jean-Claude Juncker à la Commission européenne. Et le plus dramatique, d'un mot de la fin, c'est que notre conversation est écoutée et va passionner l'auditeur éclairé de Public Sénat, mais passe au-dessus de la tête de la majorité des citoyens français parce que les institutions européennes sont incompréhensibles pour la majorité des Européens. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, continue. Place à notre grand débat. #OVPL. Si vous avez envie de réagir sur Twitter, on va s'arrêter sur la colère contre la réforme de l'assurance chômage qui ne redescend pas. Encore hier soir, Laurent Berger, sur notre antenne, a dit tout le mal qu'il pensait du texte. Il dénonce un vrai mépris de l'exécutif pour les chômeurs. Plusieurs syndicats ont manifesté aujourd'hui. D'autres manifesteront demain. Le texte passera. Mais à quel prix pour les demandeurs d'emploi et à quel prix politique pour l'exécutif? On va se poser la question avec nos invités après les explications de Marie Brémaud. Peu nombreux mais déterminés, ils veulent faire plier le gouvernement. C'est devant les fenêtres de la ministre du Travail qu'ils manifestent. Dans le viseur de ces centaines de manifestants, la réforme de l'assurance chômage. Pour eux, elle s'attaque aux chômeurs plutôt qu'aux problèmes du chômage. Dans un monde où on est victime d'un chômage endémique que depuis des décennies, aucun des gouvernements en place n'a réussi à enrayer, taper d'abord sur les salariés nous paraît être une mauvaise chose. Le gouvernement souhaite durcir les règles d'indemnisation. L'objectif, inciter les chômeurs à retrouver plus rapidement un emploi. Mais du côté des syndicats, cela ne passe pas. Ils dénoncent une mesure culpabilisante. Bien sûr qu'il faut pousser les gens à pouvoir retrouver du travail. Il y a des moyens avec la formation, les accompagnements. Ça a été effectivement mis en avant par le gouvernement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut déjà les punir avant qu'ils puissent retrouver du travail. Une colère exprimée également du côté de la CFDT, syndicat pourtant plus modéré. Laurent Berger ne mâche pas ses mots. Ça va toucher 1 million de personnes. Ça va toucher les plus précaires. Ça va toucher particulièrement les jeunes, ça va toucher les personnes en temps partiel imposé qui sont majoritairement des femmes et ça va toucher les cadres parce qu'il faut donner à cette réforme un semblant de justice sociale parce qu'on taperait un peu ceux qui ont des plus hauts revenus. Eh bien, je le dis, c'est inacceptable pour la CFDT. Au-delà du fond, les partenaires sociaux reprochent à l'exécutif la méthode. Une apparente concertation, mais au final, une réforme écrite sans les syndicats.
Avec nous pour le grand débat d'On va plus loin, Martin Lévrier, bonsoir, sénateur La République En Marche des Yvelines, membre de la commission des affaires sociales. Michel Larive, bonsoir et bienvenue, bonsoir. Député La France Insoumise de l'Ariège, membre de la commission des affaires culturelles. Nous attendons Christian Saint-Etienne, économiste, et je vous présente à présent Baptiste Legrand, bonsoir et bienvenue, bonsoir. Journaliste au service économie à l'Obs. On va revoir la une de cette semaine, cannabis, légalisons-le. C'est un autre débat que nous avons d'ailleurs mené ici la semaine dernière. Martin Lévrier, vu la colère des partenaires sociaux, je me mets à la place des téléspectateurs, des Français qui seraient peut-être là en ce moment en chômage ou qui le seront un jour. Est-ce que le terme assurance chômage aura encore un sens? Est-ce que le terme assurance existe encore? Est-ce que vous pouvez rassurer peut-être les Français qui s'inquiètent? Commençons par le commencement. La colère des partenaires sociaux, elle vient du fait qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord entre eux pendant 5 mois et je le dis bien malheureusement, j'aurais préféré 1000 fois qu'ils trouvent un accord, ils n'ont pas réussi, la lettre de cadrage était précise, peut-être trop, ils n'ont pas réussi. C'est le premier point qui est dommage. Le deuxième point, c'est donc, dans ces cas-là, l'État, le gouvernement prend la main, ce qu'il a fait, donc a fait des propositions, a pris des décisions, qui viennent d'être décidées. Et on entend Laurent Berger qui dit qu'elles sont très dures, ces dispositions prises par l'État. Est-ce que vous pouvez rassurer les Français? Vous ne pouvez pas dire le contraire, puisqu'il n'a pas, lui, réussi sa négociation avec le MEDEF. Donc sa réaction est assez saine et normale. De ce côté-là, il est déçu, donc il est obligé de dire qu'il n'est pas très content. On ne va pas imaginer qu'il soit content alors qu'il n'a pas réussi de son côté. Rassurer les gens, oui, évidemment, puisque l'assurance chômage, aujourd'hui, c'est rentrer dans une logique de l'assurance vers du travail. Le paradigme de l'assurance chômage, c'était malgré tout une forme d'installation et de gens qui restaient longtemps. Et on s'est rendu compte, en particulier depuis quelque temps, que la précarité avait pris le pas sur l'ensemble des process. Donc on a évolué sur ce côté-là pour tout faire pour que les gens qui arrivent au chômage en sortent dans les meilleures conditions et le plus vite possible. Alors c'est un peu autre chose que dit Laurent Berger, je vais juste répéter ces mots. Hier soir sur Public Sénat, on a l'impression que l'idée est de dire ces chômeurs, il faut les remettre au travail parce que finalement, ils n'ont pas vraiment envie de travailler. Michel Larive, est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce que c'est un peu ce qui se dégage de ces annonces? Oui, tout à fait. La logique, elle n'était pas celle qui vient d'être annoncée, mais elle était plutôt ordolibérale. C'est une logique où on dit qu'il faut économiser, il faut aller chercher 3,4 milliards d'euros. Alors nous, on avait une solution, notamment l'ISF. Voilà. Mais l'idée, c'est toujours d'aller le chercher dans le même endroit, c'est-à-dire vers les plus précaires. Alors en fait, là, on transforme l'emploi en job, et on transforme le service public en quelque chose, en un outil répressif, et on transforme le chômeur en coupable de sa situation. Et là, on est très très loin du principe quand même de l'assurance chômage, qui est un principe de solidarité. Donc oui, non, je pense que ce qui a été dit n'était pas l'optique du gouvernement, parce que dans cette négociation qui a eu lieu, si vous posez comme principe la taxe des CDD d'usage, alors là, le MEDEF n'est pas d'accord. Après, derrière, une économie sur les allocataires, alors là, ce sont les syndicats qui ne sont pas d'accord. En fait, on a organisé la dissension pour pouvoir prendre la main et pouvoir après organiser la chose par décret. Organiser la dissension, je retiens ce terme, et pendant que vous parlez, on va faire rentrer notre quatrième invité, Christian Saint-Etienne, économiste, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers. Je vous laisse souffler un peu et je vous ferai réagir dans un instant. Baptiste Legrand, on y a encore eu cette petite phrase d'Emmanuel Macron hier lorsqu'il a visité un pôle emploi à Marseille. Il a dit « Vous avez envie de travailler, il y a des offres ». Est-ce que l'idée générale de ces annonces gouvernementales, c'est de dire en gros, il y a du boulot, allez-y? Alors il y a du boulot, mais on peut se demander est-ce que ce sont des offres de qualité? Premièrement, c'est pas parce qu'il y a du travail que c'est un travail intéressant. Si les entreprises ont du mal à recruter, c'est peut-être aussi parce que leurs offres ne sont pas assez bien payées ou dans des conditions difficiles, etc. Dans d'autres secteurs, c'est un problème de formation. Et c'est vrai que le plan du gouvernement prévoit des moyens supplémentaires pour la formation des chômeurs. Ça va plutôt dans le bon sens. Ça prend du temps, en effet. Donc, est-ce qu'il suffit de traverser la rue pour retrouver un travail? C'est sans doute plus compliqué que ça. Le pari du gouvernement, c'est qu'en durcissant les conditions d'accès aux allocations du chômage, les chômeurs seront contraints d'accepter plus facilement, plus rapidement une offre de travail. Christian Saint-Etienne, est-ce que votre regard d'économiste est semblable à ce qu'on vient d'entendre? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réforme qui va pousser un peu à accepter tout et n'importe quoi, et tant pis, juste parce qu'il faut travailler? Si vous me demandez mon regard d'économiste, dans les comparaisons internationales, c'est plutôt soft ce qui vient d'être fait.
puisque c'est que la première partie de ma réponse. Oui, bien sûr. On attend la suite avec impatience. C'est plutôt soft, puisque par exemple, on va passer de 4 à 6 mois de travail sur les 24 derniers. En Allemagne, qui est notre principal compétiteur depuis 20 ans, c'est 12 mois sur 24. Nous étions à 4 sur 28. Alors, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur le chômage. Personne ne pense qu'il y a notamment les gens peu qualifiés ou dans les zones défavorisées, les gens ne trouvent pas de boulot, point. Ouais. Mais dans les métropoles, et notamment pour les travailleurs très qualifiés, il n'y a quasiment pas de chômage. Il est en dessous de 3 ou 3,5% dans les métropoles pour les gens qualifiés. Donc, on ne peut pas continuer d'avoir 3,5 millions de chômeurs et 350 000 emplois non pourvus. Alors ça, c'est la première partie de ma réponse. Donc, par rapport aux autres pays, c'est plutôt soft. C'est au fond une réduction des écarts entre la France et la moyenne des autres pays. Ceci étant, ça ne peut réussir que si, dans le même temps, on met l'accent sur la formation. Voilà. Donc, il faut impérativement ces deux jambes. Et je le répète, ça fait partie des intentions très claires du gouvernement. Voilà, mais il faut vraiment que ce soit mis en œuvre. Alors, d'ailleurs, on peut, juste pour terminer, coupler avec la réflexion sur la réforme des retraites, qui est là aussi assez modeste pour l'instant dans ce qu'on nous a annoncé. Mais quand on réfléchit au cycle de vie, on voit que, en fait, malheureusement, en France, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans qu'on ne forme quasiment pas les gens après 40 ans. Et le paradoxe absolu, c'est qu'on a un effort de formation professionnelle qui est assez élevé, qui est d'une 30aine de milliards d'euros par an, mais que pour l'essentiel, on forme les jeunes qualifiés de moins de 40 ans. Alors qu'il faudrait former les peu ou pas qualifiés de plus de 40 ans. Alors moi, j'ai une proposition depuis plusieurs années, facile à se souvenir. Je pense qu'il faudrait arriver à un moment donné, si on veut reculer l'âge de départ à la retraite et remettre les gens au travail, dire qu'il faut mettre 40% des budgets de formation sur les plus de 40 ans. Parce que si on veut que les gens travaillent jusqu'à 62, 63, 64 ans et qu'ils trouvent du boulot, il faut qu'ils soient formés. Martin Lévrier, tout à l'heure, lors des questions au gouvernement, la sénatrice LR Frédérique Puissat a interpellé Muriel Pénicaud, vous y avez assisté, sur un point très précis. D'après elle, les partenaires sociaux avaient bel et bien trouvé un accord, et même à 2 reprises, en 2017 et en 2018. Et la ministre du Travail a un peu botté en touche. Je voudrais qu'on les écoute et je vous fais réagir après. Nous sommes juste dans le respect de la loi, Madame la sénatrice. La loi prévoit que si les partenaires sociaux ne définissent pas les règles de l'assurance chômage, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Nous prenons donc nos responsabilités. Je tiens simplement à dire que ce passage en force appuie sur 2 postulats faux. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord à 2 reprises sur les enjeux que vous leur aviez posés, à 2 reprises 2017-2018. Et de surcroît, vos chiffres alarmants n'auront qu'un seul objectif, diviser la France, diviser les Français. Alors, la ministre n'a pas répondu sur le point de ces 2 accords qui auraient été trouvés en mars 2017 et février 2018 par les partenaires sociaux. 2 accords. Le premier qui a existé effectivement sous le gouvernement de M. Hollande, sous la présidence de M. Hollande, excusez-moi. Le deuxième était quasiment finalisé et vu l'évolution des lois qu'on avait faites et la rapidité de ce qui se passait, en particulier sur la précarité, souvenez-vous, le président de la République a parlé du bonus-malus qui n'était pas un sujet directement abordé dans cet accord-là et donc on a repris les accords à ce moment-là. Vous comprenez la question qui se pose, on se demande si le gouvernement, en fait, ça ne l'arrangeait pas qu'un accord soit trouvé. Je peux considérer que la question est légitime. Donner comme réponse que le gouvernement était à la manœuvre pour faire échouer me paraît une absurdité totale. L'objectif, depuis le début, c'est de se battre contre le chômage et de tout faire pour aider les chômeurs. Vous parliez tout à l'heure de formation et je suis complètement en ligne avec vous sur la formation, avec tous les efforts qu'on propose, avec une embauche de plus de 1000 personnes à Pôle emploi, alors que le chômage a baissé de déjà 1%. Donc avec cette logique, dès le premier mois de chômage, d'avoir 2 demi-journées de formation immédiate et de prise en main, avec la possibilité, avec la nouvelle loi sur la formation, d'être son propre acteur sur l'emploi, c'est essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle d'emploi peu qualifié, je vous rejoins sur une certaine partie, mais il n'y a pas que le chômage des personnes, des seniors. Il y a un gros problème sur le chômage des jeunes parce qu'ils ne sont pas qualifiés là où il faut. Et donc il était urgent aussi de répondre à cette attente et on y répond par la formation dans un premier temps et par l'accompagnement permanent. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut marcher sur toutes ses jambes. Et il fallait aussi changer les mauvaises habitudes des entreprises qui se sont installées dans cette logique de précarité en utilisant les CDD sans arrêt, en utilisant les CDDU de façon complètement scandaleuse souvent. Donc il fallait changer. Dans certaines branches. Dans certaines branches, même beaucoup les utilisaient alors qu'elles n'avaient pas le droit. Les CDDU, c'était un vrai problème. Et
Ensuite, vous aviez, si vous voulez, cette habitude d'appeler des gens pour les embaucher 4 heures, 8 heures. On installe des gens dans une précarité épouvantable. On doit absolument, avant même de parler du chômage, de s'intéresser à chaque personne en difficulté. Michel Larrey. Non, mais c'est le gouvernement qui a installé cette précarité. C'est le gouvernement qui a proposé des lois qui ont été votées par votre majorité, qui a placé le CDD quasiment au-dessus de tout, puisqu'il y a 87% des embauches en France qui sont en CDD. Vous avez créé les CDD d'usage, d'autres CDD, des CDI d'usage, pardon. Des CDI qui devenaient des CDD. En fait, vous avez mis comme norme le CDD alors que c'était le CDI. Ensuite, je reviens sur ce que vous disiez, messieurs. Il y a 300 000 emplois non pourvus et il y a 6 millions de chômeurs. Le problème, il est là. Il y a 6 millions de chômeurs et 300 000 emplois non pourvus. Il y a un décalage. Donc, ce qui manque, c'est de l'emploi. Voilà, et donc c'est la création peut-être d'emplois. Peut-être. Oui, mais d'accord. Donc à partir de ce moment-là. Vous voulez dire qu'il ne faut pas accuser les chômeurs d'être au chômage. C'est ça que vous voulez dire. N'accusez pas les chômeurs d'être au chômage. Si, vous les accusez, parce que quand. Les 350 000, s'ils tombaient à 100 000, tout le monde irait mieux. Oui, qui? Les chômeurs? Les chômeurs et puis l'économie. Les chômeurs de 6 millions à 100 000, là tout le monde irait mieux. Mais s'il n'y avait que 100 000 emplois non pourvus et qu'il y avait toujours 6 millions de chômeurs, l'équation ne serait toujours pas résolue. À partir du moment où vous dites, par exemple, que vous êtes passé de 6 mois à 24 mois sur les allocations, eh bien à partir de ce moment-là, vous avez touché aux saisonniers, aux intermittents, enfin, tous ces gens qui travaillent effectivement des morceaux d'années comme ça, parce que c'est leur métier, c'est leur façon d'être et c'est leur métier qui le veut. L'industrie du spectacle, on travaille comme ça. Moi, je suis effectivement dans la commission. Je vous promets que vous allez répondre sur les intermittents. Je pose à chaque fois ces questions-là. Madame Nissen, à l'époque, et Monsieur Riester, après, m'avaient effectivement affirmé qu'on ne toucherait pas au régime des intermittents du spectacle, mais je vois qu'il est effectivement dans la ligne de mire. Vous me faites ma transition, Michel Larrey. Je voudrais effectivement aborder le cas particulier des intermittents, parce que là aussi, il y a un autre sujet, une autre polémique. Ils ne sont pas touchés par la réforme. Aucun effort particulier ne leur est demandé. C'est assez inédit. Alors pourquoi? La question a été posée à Muriel Pénicaud, elle toujours, dimanche dernier sur RTL. Écoutez. Je vous propose de poser la question aux partenaires sociaux, puisque ce régime, c'est les partenaires sociaux qui doivent envoyer un document aux partenaires sociaux spécifiques du régime spécifique des intermittents du spectacle pour que ça bouge. Nous, on avait envoyé un document de cadrage qui proposait de lutter contre cette précarité, qui proposait de changer les règles. C'est là-dessus qu'ils n'ont pas abouti. Le reste, c'est leur responsabilité. Ils le feront peut-être, j'en sais rien, moi. Et la fureur des partenaires sociaux qui accusent la ministre de mensonge. C'est le gouvernement qui a rendu le sujet tabou dans sa lettre de cadrage. Écoutez. Il n'y a jamais eu la question des intermittents sur la table parce qu'on nous a demandé de ne pas la traiter. Autant on peut discuter pendant des heures sur fallait-il ou pas toucher et de telle manière le régime des annexes 8 et 10, comme on dit, c'est-à-dire les intermittents du spectacle. Autant on peut le discuter, autant le fait de nous mettre ça sur le dos, c'est totalement inacceptable. Totalement inacceptable et c'est cynique. Parce que c'est le gouvernement, je le répète, qui n'a pas voulu y toucher. Baptiste Legrand, c'est parole contre parole, mais les partenaires sociaux c'est facile de sont vérifier, puisqu'il y a quand même, si on rembobine le film, on retrouve des propos du ministre de la Culture, Franck Riester, au mois de décembre dernier, qui disait explicitement que les intermittents n'étaient pas concernés par la réforme. Donc, en effet, le gouvernement n'a pas souhaité que ce sujet soit sur la table. Alors, Muriel Pénicaud qui dit maintenant c'est vous. Muriel Pénicaud, on donne un peu l'impression d'allumer un contre-feu. La réforme en cours est critiquée parce que ce sont avant tout les demandeurs d'emploi qui vont voir leurs allocations baisser. Les questions peuvent la déranger et elle a beau jeu de mettre les responsabilités des syndicats sur le devant de la scène. Mais est-ce que c'est vraiment de leur faute dans ce cas de figure? On ne leur a pas donné cette feuille de route. C'était très encadré, les négociations qui ont eu lieu. Il y avait donc le bonus-malus dont le MEDEF ne voulait pas et les 3,5 milliards d'économies dont les syndicats ne voulaient pas. Donc dans ces conditions, c'était difficile de trouver un accord. Martin Lévrier, vous me permettez cette question sur les intermittents du spectacle, ne pas mettre le feu aux intermittents du spectacle à la veille de l'été, des festivals d'été, déranger potentiellement des communes, les maires, à un an des municipales. Je sais que la question est cynique, mais elle se pose. Est-ce que ne pas toucher aux intermittents, c'était aussi ne pas toucher aux maires, au local, au rural? Excusez-moi, mais vous avez répondu, ça n'était pas prévu. Donc ce n'est pas parce que l'été arrive, dès le mois de novembre, le ministre de la Culture a dit que ça n'était pas un sujet... Mais Muriel Pénicaud dit ce sont les partenaires sociaux qui n'ont pas voulu. Elle n'a pas dit ça, en plus j'y étais à RTL, donc elle n'a pas dit ça. Elle a dit, si les partenaires sociaux veulent s'emparer de ce sujet, ils sont en droit de le faire. C'est pas tout à fait la même chose. Libre à eux de lancer le sujet, d'y travailler pendant 6 mois, 1 an, etc. Pourquoi pas? Mais ça n'était pas un sujet préalable, ni de la feuille de cadrage, ni
du choix du gouvernement aujourd'hui de faire ce qu'il a fait. Donc il n'était pas question de parler des intermittents, c'est pas un non-sujet, c'est un sujet qui n'était pas dans l'ordre du jour. Christian Saint-Etienne. Oui, sur les intermittents, parce qu'il ne faut pas traiter la question du chômage indépendamment de celle de l'emploi. Donc il y a quand même un point sur lequel je rejoins Michel Larry. Donc on a dans nos soutes en France 19 ans de désindustrialisation en continu qui nous ont fait perdre 40% de nos parts de marché mondiales liées à l'effondrement de notre système industriel. Donc le problème, c'est que si on compare aux économies des autres pays, on devrait avoir moins de 2,5 millions de chômeurs, alors de catégorie A. Là, on est à 3,5 millions de catégorie A, et c'est ça qui pourrit aussi l'état d'esprit social dans le pays, parce que quand vous êtes à un taux de chômage de 4,5, comme en Allemagne ou au Royaume-Uni, tous les gens qui ont un diplôme ou une qualification, que ce soit un CAP ou un master, trouvent un boulot. Alors, quand vous êtes au taux de chômage français, ça veut dire qu'il y a des gens... Alors, l'essentiel du chômage, c'est les non qualifiés, mais il y a des qualifiés qui sont au chômage. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas dissocier ces mesures-là de la relance de l'économie, de l'effort sur la recherche, l'innovation, ainsi de suite. Mais sur les intermittents... il y a un problème structurel qui est que l'industrie du spectacle s'est accommodée de ces règles et transfère une partie de ses besoins financiers sur l'assurance chômage, puisque au fond, ils n'emploient les gens que quand ils ont des spectateurs en face dans des théâtres, des cinémas ou autres activités de spectacle. Donc, il y a déjà eu des petites tentatives pour mouiller un peu plus les entrepreneurs du spectacle, pour qu'ils prennent un peu plus de responsabilité dans les carrières des intermittents. Mais pour l'instant, on peut dire que malgré tout, ça rebondit sur votre remarque de tout à l'heure, il y a un rapport de force de facto qui est plutôt favorable à l'industrie du spectacle, parce qu'elle est devenue clé en France. Et donc, on ne peut pas... Et bruyante quand elle se mobilise. Voilà. Et donc, les intermittents sont capables de se mobiliser, et les employeurs se cachent derrière les intermittents pour ne pas évoluer. Donc on a une situation qu'il faudra débloquer un jour. Michel Larive. Mais c'est la structure de leur métier même qui fait qu'ils sont intermittents, parce qu'il faut connaître un petit peu le métier du spectacle, il faut connaître un petit peu ce secteur-là pour pouvoir en parler déjà. C'est-à-dire que les gens ne sont pas... sont rémunérés au moment où ils montent sur scène, mais il y a des répétitions, des choses comme ça. Ces zones de latence, là, effectivement, sont aussi des zones de travail pour les gens qui œuvrent dans ce secteur-là. Donc connaître déjà le secteur, ce serait déjà une bonne chose. Après, quand Mme Pénicaud dit qu'elle veut lutter contre la précarité, il n'y a qu'un seul moyen, alors c'est d'augmenter les droits des intermittents et pas de les baisser ou d'aligner quoi que ce soit. Sinon, j'ai d'autres pistes. Par exemple, chez les permittents de France 2 ou du service public, eh bien, ces permittents, vous savez, ce sont des intermittents qui sont là en permanence. Donc, on appelle ça, c'est des permittants. Je pensais à eux tout à l'heure en disant il suffirait peut-être, cela, de les titulariser, puisqu'ils sont là dans le service public depuis un certain nombre d'années, autant les titulariser. Vous voyez, il y a des choses leur donner des CDI. Exactement. Donc voilà, il y a au moins des pistes comme cela. Et quant à l'emploi, effectivement, on n'est peut-être pas sur la bonne pente, puisque là, dernièrement, à nouveau, 1000 emplois de moins sur GE, sur une option politique du gouvernement. Le résultat, c'est 1000 emplois de moins, alors que ça devait être 1000 emplois créés. Martin Lévrier. Non, juste un point sur les intermittents du spectacle, Oui. parce qu'on a toujours tendance à focaliser sur eux et à les utiliser comme bouc émissaire du déficit de l'assurance chômage. Il faut quand même se calmer. 3% des chômeurs sont des intermittents du spectacle, 3% seulement. Donc sachons raison garder. D'un autre côté, on demande aux employeurs un taux de cotisation pour les intermittents du spectacle de 8% à l'assurance chômage. La norme, c'est 4,05, entre 3 et 5, maintenant je vais dire, mais 4,05. C'est cette logique-là. Donc c'est pour ça que les intermittents, c'est un vrai sujet, mais il y a aussi des points tendus pour eux, pas que des points positifs. Donc je voulais garder ça de côté. Pour revenir à GE, excusez-moi, juste un point. Ça n'est pas le gouvernement qui a décidé que les turbines à gaz allaient s'effondrer, qu'elles seraient de moins en moins utiles. Donc la production... C'est le gouvernement qui a démantelé Alstom. Non, c'est le principe même de l'industrie en général, avec des pics, des croissances et des morts. Toute entreprise va naître et va finir par mourir. Ce qui est important, c'est de les remplacer. Je vous rappelle qu'en France, et c'est très important, il me semble, de dire qu'aujourd'hui, l'industrialisation du pays reprend très sérieusement depuis un an.
Et c'est comme ça qu'on crée des emplois. Ça se voit. Et ce qui fâche aussi bon nombre de syndicats, c'est le contraste entre les paroles d'Emmanuel Macron et les actes. Vous aurez l'occasion de répondre là encore, Martin Lévrier. Tous avaient salué son discours devant l'Organisation internationale du travail le 11 juin dernier. C'est très récent, mea culpa, changement de méthode, plus d'écoute. Telles étaient les promesses du chef de l'État à Genève. On l'écoute. Au-delà de ces avancées, de tous ces combats menés et gagnés, c'est aussi une méthode. Et une méthode, je dois le dire, et nous en parlions à l'instant même, avec les organisations syndicales et patronales françaises, dont nous avons sans doute beaucoup à apprendre pour nous-mêmes. Celle du dialogue tripartite. La réunion à parts égales des États, des représentants syndicaux, des organisations patronales dans une seule et même instance. Ce cadre peut se révéler exigeant. Il faut, je le sais, remettre plusieurs fois l'ouvrage sur le métier, accepter que la prise de décision prenne parfois plus de temps. Mais cela permet d'avoir des résultats solides. Et c'est la nature même du compromis que d'encourager les échanges et de les assumer. Et au lendemain de ce discours, Baptiste Legrand, il y a eu cette annonce de réforme de l'assurance chômage. Beaucoup de responsables de gauche et de partenaires sociaux ont dit « mais ce n'est pas du tout la méthode qu'il emploie ». Les partenaires sociaux ont eu une première phase d'observation au début du quinquennat et je pense que désormais, au bout de 2 ans, on peut quand même souligner que ce consensus, le débat, le dialogue avec le gouvernement est plutôt grippé. Alors, pas sur tous les sujets. Sur la réforme des retraites, l'ensemble des organisations syndicales et patronales saluent le travail de concertation et d'écoute qui a eu lieu. Ah, quand même. Après, sur l'assurance chômage, effectivement, on n'était pas dans cette logique-là. Donc, mieux vaut juger un chef d'État à ses actes qu'à ses discours. Et en l'occurrence, les actes sont plutôt, donnent plutôt la tendance. C'est une reprise en main de l'assurance chômage par l'État. C'est le politique qui choisit et qui tranche. Mais Martin Lévrier va vous dire que c'est parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Je vous remercie de le dire. Et vous m'avez pris mon argument sur le travail qui est colossal qui est en train d'être fait sur les retraites, où depuis presque 2 ans, il y a une négociation permanente entre le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye et l'ensemble des syndicats. Donc un véritable travail de fond, par étapes, en transparence avec tout le monde. Donc vous avez ça de ce côté-là. Et sur le chômage, effectivement, mais on est quand même dans une urgence sociale. Effectivement, il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a pas eu de dialogue. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'écoute, mais il y a eu un échec. Ça, vous l'avez dit. J'allais pas reprendre l'échec du travail, enfin pas du travail, d'un accord entre partenaires sociaux. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On reste au milieu du gué, on dit c'est pas grave, gardons les chômeurs, continuons le déficit, 35 milliards de déficit. Est-ce qu'on continue de dette, pardon? Est-ce qu'on continue comme ça? Le régime allait vers l'équilibre. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Si on reprend une crise, il faut accélérer. Il faut surtout accélérer pour faire baisser le nombre de chômeurs. Et ça, c'est une urgence de notre pays. Et c'est le rôle de l'État à un moment. Quand des négociations échouent, c'est le rôle de l'État, selon moi, de prendre ses responsabilités et de les assumer dans ces cas-là. Michel Larry, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il fallait peut-être une autre politique économique, une autre politique, plutôt que de s'attaquer à l'assurance chômage. La cause, mettre en cause l'assurance chômage parce qu'il y a cette crise économique, moi je ne comprends pas d'où vous tenez cette chose-là. Et puis là, je vois, par exemple, vous parlez des retraites. La problématique que vous avez sur l'assurance chômage, vous allez retrouver exactement la même problématique pour les retraites et dans les mêmes secteurs, avec les intermittents, avec d'autres. Et puis quand j'entends Monsieur le Président de la République qui dit que l'État doit s'impliquer, vous le dites, si on tombe sur quelque chose qui, aujourd'hui, on a des négociations paritaires, c'est-à-dire 50% syndicats, 50% le patronat, si l'État y vient, ça fait donc un tiers, pourvu que l'État soit libéral, on n'a plus qu'un tiers des syndicats, la parole des syndicats ne représentera plus qu'un tiers de l'expression. Je voudrais l'avis de l'économiste Christian Saint-Etienne. Effectivement, est-ce qu'il fallait s'attaquer à l'assurance chômage? Il y avait urgence? Oui, encore une fois, dans le cadre d'une politique d'ensemble, parce que c'est toujours... Bien sûr. Non, mais il faut toujours le rappeler, parce que ce n'est pas un codicile, c'est clé, mais... on a quand même un problème, c'est la durée de temps de chômage pour les qualifiés. On a quand même, alors ça va couiner autour de la table, mais il nous reste 1 minute. Ça va couiner, mais pas longtemps. Mais dans les qualifiés, il y a quand même, compte tenu des règles qui étaient en œuvre, une certaine habitude pour certaines personnes qui avaient été prises. Voilà, j'ai bossé 10 ans, je me prends 6 mois, 1 an. Fait une pause. C'était d'ailleurs extrêmement dangereux.
Parce que dans le monde actuel, on perd ce qu'on appelle en employabilité. Et on perd très très vite. Donc de ce point de vue... On a trait pour l'employeur, vous voulez oui. dire Ben oui, et puis en plus, aujourd'hui, dans un monde de transformation extrêmement rapide, on recherche des qualifications, mais on recherche des comportements. Et vous envoyez un mauvais signal en restant au chômage quand vous êtes qualifié. Hein, il faut bien distinguer les qualifiés des non qualifiés. Pour faire simple, l'économie française, c'est 60%, on a 28 millions de gens qui travaillent, 60% de qualifiés, 40% de pas qualifiés. Mais quand on annonce un taux de chômage de 8, c'est 4 à 5 pour les qualifiés et c'est 12 à 14 pour les non qualifiés. Et donc, il ne faut pas traiter ça comme un seul sujet. C'est pour ça que la formation des non qualifiés, c'est au moins aussi essentiel que la modification. Et on doit s'arrêter là, messieurs. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Fin de cette émission. On se retrouve demain en direct à 18h30. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Laurent Hénart, président du mouvement radical, maire de Nancy. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat.